On va commencer par vous, Monsieur Pipien. Vous êtes administrateur d'Humanité et Biodiversité, une association qui place la biodiversité au cœur de nos sociétés et dont Hubert Reeves est le président d'honneur. Vous avez par ailleurs œuvré auprès de directions départementales de l'équipement au travers de l'urbanisme, du logement social, de la prévention des risques naturels majeurs. Vous avez également été le directeur de cabinet de la ministre de l'Écologie en 2002. Vous connaissez bien la région puisque vous avez été directeur régional de l'environnement en Provence-Alpes-Côte d'Azur entre 1998 et 2002. Et vous avez également collaboré plus récemment auprès de la Banque mondiale comme conseiller en environnement et développement durable. On est très impatient de vous écouter. Donc, tout d'abord, un très grand merci au CRES, à l'Agence régionale de santé et à tous ceux qui ont permis cette journée dont j'espère que l'ensemble des participants en tirera de quoi aller plus loin. J'ai été impressionné par la qualité des interventions. Je ne vous cache pas que quand j'ai commencé à travailler sur ce lien éventuel entre la santé et la biodiversité aux alentours de 2008 avec un expert écologue, Serge Morand, nous n'imaginions pas qu'il faudrait autant de temps pour une prise de conscience et pour en arriver, par exemple, à cette journée. Je commencerai, puisque le collègue de l'Adréal a évoqué l'ambroisie, par une petite histoire. L'ambroisie. Qu'est-ce que l'ambroisie ? L'ambroisie, c'est une plante d'Amérique du Nord qui nous est arrivée par bateau au XIXe siècle. Beaucoup de choses circulent. C'est d'abord ça l'un des enjeux. Ça vient d'être évoqué, la mondialisation. Cette plante s'est développée à bas bruit pendant très très longtemps. On a très vite constaté qu'elle avait effectivement un pollen extrêmement allergène qui posait des problèmes. Mais on ne l'a découvert vraiment qu'au service des urgences de l'hôpital Édouard Herriot, Grange Blanche, dans les années 80, par une véritable panique au mois d'août, et des centaines de gens qui arrivaient avec des problèmes respiratoires majeurs dans les services d'urgence. Et pendant quelques années, évidemment, la réponse majeure des services publics de santé était « il faut, fin août, avoir de plus en plus de médecins, de plus en plus d'infirmières, de plus en plus d'antihistaminiques et d'oxygène, etc. » Il se trouve que le hasard du routier que j'étais, en DDE, comme on disait, s'est aperçu de quelque chose de surprenant. L'ambroisie avançait depuis l'aéroport de Satolas par les routes départementales et nationales en direction de Lyon. Bizarre. Pas si bizarre que ça si on commence, comme nous le filment un certain nombre de services, à interroger les écologues qui nous disent que l'ambroisie est une plante de reconquête, c'est-à-dire une plante de friche. Or, justement, dans les années 70, on avait créé une immense friche sur le chantier de l'aéroport de Satolas. Des centaines d'hectares ont été passés aux bulles. Et puis, il y a eu un problème administratif et juridique. On a arrêté le chantier pendant 2 ans. Quelle merveille pour l'ambroisie qui n'avait plus du tout de concurrence, qui s'est développée de manière exponentielle. Oui, mais ça ne répond pas à la question de pourquoi elle suivait les routes nationales et départementales. Tout simplement, et je m'en étais aperçu avec mes services, dont 60 à 70% de mes gars étaient en arrêt de maladie fin août. Tout simplement parce que fin août, dans toute la France, on fauche les bords de route pour pouvoir permettre une rentrée scolaire de qualité. Mais quand on fauche, on fait quoi ? On fait 2 choses. On supprime toute plante concurrente de l'ambroisie, et surtout, on trimballe les pollens. Chaque plante a 3000 graines. Et on les emmène plus loin. Aujourd'hui, l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes fait un travail remarquable de formation des services voirie. Travaille avec des agglomérations comme celle de Valence dans le cadre de son contrat local de santé pour repérer l'ambroisie, l'arracher en hiver quand elle est facile à enlever. Et surtout, dans nos services à l'époque, nous avions arrêté de faucher à la fin août, mais carrément on a arrêté de faucher, de façon à ce qu'il y ait une véritable concurrence. Par cette simple histoire, je vous montre que l'enjeu fondamental est bien une compréhension du fonctionnement de ce qu'on appelle les écosystèmes pour essayer d'agir sur la santé. La Charte de l'environnement, qui est dans notre Constitution depuis 2005, nous dit que chacun a le droit de vivre dans un environnement
équilibré et respectueux de la santé. Tout est dit. Un enjeu majeur de santé, c'est d'agir sur l'environnement, de comprendre l'environnement, de ne pas le dégrader, d'avoir des politiques publiques qui sont en amont sur l'environnement. Allez, je reviens au routier. Pourquoi a-t-on réussi depuis 1976, où on avait 16 000 morts sur la route, à arriver en 2019-2021 à 3 000 décès par an seulement, alors que le trafic a explosé? C'est bien justement qu'on n'a pas fait que un travail qui était fondamental et remarquable que le ministère de la Santé a porté, qui a été la création des SAMU, l'avoir des médecins dans chaque camionnette de pompiers qui intervient pour le plus vite possible intervenir. On n'a pas simplement fait un travail énorme en traumatologie ou en rééducation. On a surtout eu une politique interministérielle qui a permis d'intervenir sur les véhicules, avec des normes sur les véhicules, les airbags, les ceintures de sécurité, les pare-chocs arrière des poids lourds rabaissés, en matière d'infrastructures, les giratoires, les glissières de sécurité, etc. Et bien entendu, tout ce qui concerne le comportement avec les limitations de vitesse, la maîtrise du taux d'alcoolémie, etc. En clair, une politique interministérielle de santé publique, mais qui a été portée pendant des années par le ministère de l'Équipement et plus récemment par le ministère de l'Intérieur. Une politique de santé publique, ça n'est pas qu'une politique de soins. Il nous faut comprendre en amont les enjeux. Et l'un des enjeux, c'est le vivant, la compréhension du vivant. Dès le 19e, les médecins hygiénistes découvrent qu'il y a des microbes, des bactéries, des virus, des machins, etc., et de comprendre que tout ceci fonctionne avec un élément essentiel, le vivant se reproduit. Et à chaque reproduction, il y a une petite évolution. Et beaucoup de temps, beaucoup de reproduction, c'est beaucoup d'évolution, beaucoup de variants. Ça doit vous dire quelque chose. Et si on agit comme c'est évoqué par Rachel Carson, que citait tout à l'heure Muriel, si on utilise à tort des produits qui zigouillent une partie de ces microbes, mais qui laissent ceux qui résistent, eh bien, ce sont ceux-ci qui vont se développer. Faisons attention à la façon dont on agit sur l'environnement en croyant protéger notre santé. Qu'est-ce que nous apprend donc la Charte de l'environnement? Qu'est-ce que je viens d'évoquer? 3 choses clés qui ont d'ailleurs été évoquées tout à l'heure. L'enjeu de l'interministérialité et de l'interdisciplinarité des scientifiques. L'enjeu d'une action locale et territoriale, parce que l'environnement en Camargue, ce n'est pas l'environnement du bassin minier ou celui du Champsaur. Et enfin, l'enjeu d'avoir des données croisées, de partager tout cela. Combien d'années a-t-il fallu pour qu'on en arrive enfin, Muriel vous l'a dit, le 30 novembre 2021 seulement, à une définition de l'enjeu une seule santé, et que enfin le programme des Nations Unies pour l'environnement soit associé à l'OMS, la FAO et l'OIE pour porter ce message et mobiliser un réseau d'experts de haut niveau international dans lequel on retrouve mon ami Serge Morand, écologue. Enfin, on écoute et on agit. Je vais vous redonner un exemple concret dont vous parlerez cet après-midi d'une seule santé en lien avec la santé publique, c'est la question de l'antibiorésistance. Les médecins, notamment le professeur Andremont, chargé de mission de recherche sur l'antibiorésistance auprès du ministère de la Recherche, me dit que grosso modo, on peut estimer qu'il y a entre 12 000 et 15 000 décès par an liés à l'antibiorésistance, c'est-à-dire des gens qu'on ne peut plus soigner. Bien sûr, il y a un enjeu de baisse aujourd'hui, malheureusement, de la recherche pour trouver de nouveaux antibiotiques, mais déjà le rapport Carlet en 2015 nous disait la chose suivante. Il est important de ne pas restreindre les réflexions sur l'antibiorésistance uniquement à l'utilisation des antibiotiques, c'est-à-dire à la surprescription humaine ou en médecine vétérinaire, notamment l'utilisation immodérée des désinfectants et biocides, y compris par les particuliers, pourrait participer à la sélection croisée des résistances. La médecine humaine en France utilise de l'ordre de 700 tonnes d'antibiotiques par an. La médecine vétérinaire, après 2 plans éco-antibio remarquables, n'en utilise plus que 500 tonnes aujourd'hui et on pourrait aller vers moins. Oserais-je rappeler
qu'il y a 1 million de tonnes de biocides, bactéricides, pesticides, fongicides, insecticides et autres cides qui sont utilisés en France, à commencer par ce que vous utilisez pour nettoyer vos WC. Vous aurez une intervention à laquelle j'insiste, vous devez vraiment prendre attention cet après-midi, celle du docteur Carinco, qui va nous parler de cet enjeu majeur. Voilà, je terminerai donc juste en évoquant les avancées récentes majeures, celle effectivement du 4e plan santé-environnement, où les ONG ont réussi à obtenir qu'il soit sous l'égide un environnement, une santé. Nous avons réussi à obtenir la mise en place d'un groupe de suivi Une seule santé, notamment porté par 3 ministères et celui de l'agriculture, la mise en place d'un groupe de travail formation avec l'objectif de former non seulement les personnels de santé, non seulement les vétérinaires, mais les écologues, les agronomes, l'Institut national de services publics, nous travaillons avec l'ex-Sénat, mais aussi évidemment le CNFPT et les élus, et je salue une formation lancée par l'École des hautes études de santé publique à direction des élus. La présidente du groupe santé-environnement a mis en place un comité d'animation des territoires dont la 3e réunion a lieu ce 8 mars, où nous nous focalisons sur la mobilisation. Mais il y a beaucoup de questions encore en suspens. Le droit. Avec les ONG, notamment la Société française de droit de l'environnement et l'UICN, nous travaillons à un projet de loi pour intégrer une seule santé dans notre droit français. Et enfin, aller au-delà de la loi de 1902 sur l'hygiène et la salubrité publique. Un peu vieux, non? L'économie, la rentabilité de la prévention est claire. Quand j'étais à la Banque mondiale, nos économistes nous disaient qu'1 $ investi dans l'environnement, ça rapportait 4 $ en baisse de dépenses de santé publique, en augmentation de la productivité, etc. Vous avez justement, ce 10 mars 2021, le Commissariat général au développement durable qui vient de publier 4 études sur les études économiques en lien entre environnement et santé. La 3e question en suspens, c'est évidemment le changement climatique qui accélère la perte de biodiversité avec l'effondrement notamment de nos forêts dans le nord et l'est de la France, mais c'est aussi tout simplement le danger pour notre ressource en eau. Et j'attire l'attention dans cette enceinte à l'enjeu de la ressource en eau Durance-Verdon. 85% de notre population, 90% de nos industries autour de l'étang de Berre, 100% de notre agriculture est dépendante de l'eau Durance-Verdon. Or, le changement climatique va faire disparaître notre stock par disparition de l'enneigement et des glaciers. Et Météo France nous dit que dans 10 à 15 ans, il n'y aura plus d'eau en été. Il est temps et les conséquences sur la santé sont majeures. Il nous faut des indicateurs pour agir, croiser les données de santé des écosystèmes, un peu comme on l'a fait d'ailleurs dans le domaine de l'eau, avoir des indications nationales. Et je terminerai par un enjeu essentiel, la recherche. Je ne peux que constater l'absence ou extrêmement rare de recherche interdisciplinaire sur le sujet Une seule santé. Il est quand même paradoxal que ce soit le ministère des Affaires étrangères qui, en mai et juin 2020, a organisé pour la première fois une réunion où se sont rencontrés les établissements de recherche de santé, INSERM, Institut Pasteur, etc., ceux travaillant sur la santé-environnement, comme l'ANSES, ceux travaillant sur le champ de l'agronomie, comme l'INRAE, le CIRAD, ceux travaillant sur la biodiversité, comme la Fondation de la recherche de la biodiversité. Mais pourquoi n'a-t-on pas, comme le rapport d'information parlementaire du Sénat de l'an dernier le propose, un lieu de partage et de travail d'une recherche interdisciplinaire, ce que j'appelle de mes voeux avec les ONG, un groupement interscientifique, une seule santé. Je terminerai en rappelant les ONG qui se mobilisent depuis des années, et dans la salle, l'Association Santé-Environnement de France, des médecins, dont le siège est à Aix-en-Provence, France Nature Environnement, la Fondation de la recherche de la biodiversité, la Fédération des syndicats vétérinaires de France, c'est-à-dire tous les vétérinaires de France qui ont un rôle clé, la Société française de droit de l'environnement, l'Union internationale de conservation de la nature, mon association Humanité et Biodiversité, et depuis peu, je le sais, la Société française de santé environnement et la Société française de santé publique. Je terminerai sur cette citation de mon maître Hubert Reeves, se renvoyant à Rachel Carlson, « Nous menons la guerre aux vivants, si nous la gagnons, nous la perdrons. » Bravo en tout cas. Bonne journée.
Merci.